Comme dans la guerre des mondes, version 1953, le film débute par la chute d'un météorite à proximité de la ferme d'un couple de rednecks dans l'état du Wisconsin. Inquiète, la NASA décide alors d'envoyer 2 éminents scientifiques, du moins c'est comme ça qu'ils sont présentés dans le scénario, pour mener leur enquête sur place. Pendant ce temps, notre couple de fermiers découvre des vaches horriblement mutilées. Voilà ce qui arrive quand on broute de l'herbe contaminée par les pesticides. Et plus loin, ils tombent sur un cratère avec tout autour d'étranges géodes qu'ils décident de ramener chez eux pour les examiner. Et là, c'est le drame. We're any good with a tumor? Hey, look! It split! They look like diamonds. I don't know. May not be hard enough to be Don't a diamond. hit it. No, no. Diamonds are supposed to cut glass. That's right. Bill Reban, aucun lien de parenté avec le fabricant de lunettes, est né le 8 février 1937 en Lettonie. Arrivé aux États-Unis à l'âge de 15 ans, il a travaillé dans un premier temps comme assistant pour des émissions de télévision et dans quelques productions cinématographiques. Il débute sa carrière de réalisateur et de producteur indépendant en 1963, mais son premier film, Monster a Go-Go, connut de nombreux problèmes de production au point qu'il revendra les images déjà tournées au roi du film gore, Herschel Gordon Lewis, le réalisateur de Bloodfist, qui ne sortira qu'en 1965, soit 2 ans après son tournage. Depuis, Reban a produit et réalisé quelques séries B voire Z, la plupart inédites chez nous. Son plus connu restera L'invasion des araignées géantes. En 1987, il surfera sur la vague des slashers, qui déferlera sur les écrans dans les années 80, avec l'étrange mais sympathique Blood Harvest, sorti chez nous en DVD uniquement et dans une édition Blu-ray de l'autre côté de l'Atlantique. Le premier des 2 scientifiques est interprété par Steve Brody, un acteur totalement inconnu chez nous, qui fera une carrière honorable en jouant dans beaucoup de séries B, mais aussi dans quelques films de réalisateurs prestigieux comme Anthony Mann, Richard Fleischer, Samuel Fuller ou Joseph Losey. Anecdote, Brody est le nom donné au personnage de Roy Scheider dans Les Dents de la Mer. Barbara Hall interprète la 2e scientifique. L'essentiel de sa carrière s'est fait à la télévision, où elle est surtout connue pour avoir joué la secrétaire juridique dans la série Perry Mason. Elle remportera d'ailleurs un Emmy Award en 1959 pour ce rôle. Autre anecdote, Barbara Hall a été mariée à Bill Williams, qui interprète le patron du bar dans le film, et ensemble ils ont eu un fils devenu lui aussi acteur. Il s'agit de William Catt, qu'on a pu apercevoir entre autres dans Carrie de Brian de Palma, où il est le cavalier de Carrie, puis en 1985 dans le rôle principal d'une production Disney, Baby, le secret de la légende oubliée. Il a fait également partie des comédiens auditionnés pour interpréter Luke Skywalker dans La Guerre des Étoiles, mais c'est finalement Mark Hamill qui a hérité du rôle. Peu de différence entre les 2 affiches, à part un bleu plus turquoise sur l'affiche française, qui ne reprendra pas non plus l'accroche de l'affiche US, qu'on pourrait traduire par rampante, griffue, dévastatrice. Alors en fait, j'adore ces affiches mettant en scène des monstres ou autres créatures hostiles et qui savaient nous vendre du rêve. Certes, le rêve était de courte durée parce que, bon, ici, point d'araignée géante grimpant sur le toit d'un immeuble, ni d'incendie ou d'explosion en pleine ville, mais les graphistes de l'époque étaient quand même très forts pour nous pondre des affiches aussi excitantes et inspirées. Et on le verra d'ailleurs dans d'autres films du genre que je traiterai ultérieurement. Au passage, je vous montre 2 autres affiches, une pour l'exploitation turque et l'autre pour l'exploitation italienne, où ce ne sont pas des immeubles qu'on voit, mais carrément des buildings. Le budget de production était de 300 000 $. Alors à titre de comparaison, Les Dents de la Mer a coûté 9 millions. Cela dit, en dehors des effets spéciaux, il y a quand même peu de chances que le film ait été meilleur si Bill Reban avait bénéficié du même budget. L'invasion des araignées géantes est sortie aux USA le 17 octobre 1975, soit 4 mois après le Spielberg. Ce détail est important et vous comprendrez pourquoi un peu plus loin. Ses recettes mondiales, toute exploitation confondue, sont estimées à 20 millions $, ce qui en fera un film particulièrement rentable. Il est sorti dans les salles françaises le 24 novembre 1976 et cumulera 661 000 entrées sur tout le territoire, ce qui est énorme, en battant même des films comme Les Hommes du Président, Le Locataire
ou José Wells hors la loi. Le tournage a débuté en juin 1975 dans l'État du Wisconsin pour une durée de 6 semaines. Un segment d'une bande dessinée de 4 pages a été utilisé comme matériel promotionnel, plus quelques photos d'exploitation un peu trompeuses, car en fait on se rend bien compte que ce sont des images dessinées, et que dans le film, au lieu de ça, on a ça. Alors selon le réalisateur, le film ne présentait à l'origine aucune araignée géante, et c'est le distributeur qui voulait que des araignées géantes rivalisent avec un certain grand requin blanc, mais avec seulement $10 000 disponibles pour les effets spéciaux, c'était bien sûr impossible. 2 araignées géantes ont été construites, une plus statique qui a servi pour les scènes où l'araignée mange les gens, la seconde, celle qu'on voit le plus dans le film, qui a servi pour les plans larges. Pour la déplacer, ils ont utilisé une automobile Volkswagen, la célèbre coccinelle, qu'ils ont recouvert de fourrure noire artificielle, et les fausses pattes étaient actionnées de l'intérieur par 6 adolescents. L'arrière de la voiture était l'avant du monstre, et ses feux arrière rouges servaient d'yeux brillants. Et petite démonstration, alors là on voit bien que l'araignée se déplace vraiment doucement, alors peut-être qu'elle a peur de se prendre un PV pour excès de vitesse. Ou comme ici, notre superbe araignée géante n'a visiblement pas pensé à rétrograder ni à appuyer sur la pédale de frein, hein, donc du coup hop, elle a du mal à monter et elle redescend, là, je vous le remonte pour le plaisir, hop, je grimpe, je redescends, comme les 2 acteurs d'ailleurs qui font une superbe cascade au passage. Aux États-Unis, le film a été classé PG, c'est-à-dire accompagnement parental souhaitable mais non obligatoire. Chez nous donc, il a été interdit. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le film? Il y a juste une scène de nudité. On voit une jeune femme sortir de la douche, on voit sa poitrine dénudée pendant quelques secondes, mais ça dure pas longtemps. Alors, il y a également un certain nombre d'araignées à poil pendant tout le début du film, mais je ne pense pas que ça ait joué sur la décision du comité de censure. En revanche, côté violence, on a le droit à un corps mutilé à moitié dévoré, et surtout l'araignée géante qui avale tout cru 2 protagonistes dans des scènes plutôt sanglantes et peu ragoûtantes, surtout la première. Et ces 2 moments, plus une ambiance un peu angoissante dans la première partie avec les vraies araignées, lui ont valu cette interdiction au moins de 13 ans. Si le film sortait aujourd'hui, il serait probablement interdit au moins de 12 ans ou tout public avec un avertissement. Vance, did you ever see the movie Jaws? Well, it makes that shark look like a goldfish. Alors le tournage a débuté au moment où Les Dents de la Mer sortaient sur les écrans américains. Bill Reban a vu le film de Spielberg, ça ne fait aucun doute, et d'ailleurs on sent bien que c'était une petite source d'inspiration pour certaines scènes. Tout d'abord, il faut que je vous avoue que je suis arachnophobe. Alors, un vrai de vrai. Hein. Et à la question où est-ce que l'invasion des araignées géantes a été le déclencheur ou est-ce que je l'étais déjà avant, sur cette dernière question, je n'en ai aucun souvenir. Pour autant, et aussi étrange que ça puisse paraître, j'ai vu tous les films du genre avec des araignées comme Tarantula, Arachnophobia ou bien Arack Attack. J'ai découvert ce film à 13 ans et j'avoue qu'à l'époque, il m'a terrifié. Il faut dire que dans les années 70-80, les ados étaient moins confrontés aux images violentes ou dérangeantes, contrairement à ceux d'aujourd'hui. On était plus facilement impressionnable. Bien sûr, en le revoyant 20 ans plus tard, je m'étonne encore qu'il ait provoqué autant de cauchemars chez moi. Alors il serait facile de se moquer du film, et d'ailleurs je l'ai fait moi-même, et encore je me suis retenu. Oui, c'est mal foutu, oui, c'est mal joué. Bon, en même temps c'est difficile de bien jouer avec de tels dialogues, mais je préfère largement ce type de film artisanal produit pour une poignée de dollars et fait avec un vrai amour du genre, que toutes ces séries Z avec des requins géants et autres créatures en images de synthèse tellement moches qu'on se demande si elles n'ont pas été conçues sur l'ordinateur personnel du producteur. Ici, pas d'animation en stop motion, pas de transparence ou de superposition d'images, tout est fait en dur. L'invasion des araignées géantes est surtout un hommage au film de monstres des années 50, dont le grand frère en termes d'effets réalisés en direct pourrait être le classique de Gordon Douglas, Des monstres attaquent la ville. En mieux quand même. Si on peut classer sans problème le film dans la catégorie nanar, pour autant tout n'est pas acheté, et je pense en particulier au moment où un des protagonistes se fait dévorer vivant par l'araignée géante, une scène très courte mais qui reste efficace grâce à son montage.
Du kitsch donc, mais l'invasion des araignées géantes n'est pas sans charme et se regarde sans déplaisir. Il existe 2 éditions DVD sorties en France, une avec la VO sous-titrée en français et l'autre en version française uniquement, mais la qualité d'image est médiocre. Attention aussi à cette indication trompeuse, il n'y a pas de version inédite, la version US et la version française sont exactement les mêmes et elles sont intégrales. Aux États-Unis, le film est sorti en DVD dans un premier temps, mais là aussi l'image est médiocre, puis en Blu-ray courant 2016 avec beaucoup de suppléments et une image toujours aussi moche. Décidément, il faudra donc attendre 2020 pour enfin avoir une remasterisation digne de ce nom faite à partir du négatif original 35 mm. Ce Blu-ray est uniquement malheureusement disponible en version originale sans aucun sous-titre. Et pour le moment, aucun Blu-ray n'est prévu chez nous. Un indice visuel et sonore pour le prochain film. Alors attention, là on ne rigole plus, c'est du sérieux. Et c'est un réalisateur connu qui est derrière la caméra. Si vous avez une petite idée, n'hésitez pas à faire une proposition dans les commentaires. Et je vous donne rendez-vous dimanche soir pour le box-office US et dans une dizaine de jours pour le prochain interdit aux moins de 13 ans. À bientôt!